Bonjour tout le monde, donc petite vidéo pour vous présenter en fait cette fois-ci un module en entier. On va vous présenter tout simplement Web Accelerator, qui est un module qui est de plus en plus demandé par nos clients parce que ça permet vraiment d'optimiser la partie user experience, donc bien vraiment côté client, donc aussi bien sur un terminal mobile ou que ce soit sur un laptop, sur un PC de bureau ou sur un PC portable. On va voir comment on peut optimiser la partie web d'un serveur qui lui n'aurait pas d'optimisation au niveau cache ou accélération. Donc là, je me trouve sur un Big IP en 11.3. On verra dans une autre vidéo un peu le changement côté 11.4 parce que le Web Accelerator a changé de nom en 11.4 et s'appelle AAM. Et en fait, c'est une fusion de Web Accelerator et de WOM, le One Optimization Manager. Donc premièrement, on va vérifier la partie provisioning de mon produit. On voit bien que j'ai le WOM d'activer. Donc j'ai que le WOM dans mon cas de provisionner. La config est assez simple. J'ai juste créé un virtual server. Très simple, rien de particulier, avec un profil HTTP bien sûr, c'est très important qu'il y ait un profil HTTP, et qui pointe sur un pool de ressources que voici, qui est tout simple, qui sont 3 serveurs qui sont en backend. Donc si on regarde à quoi ça ressemble, le service, donc il s'appelle www.external.local au sein de ma machine, et donc on arrive sur ce type de solution. Vous voyez, hein, quand je refresh, là je suis en train de faire je suis sur mon pomme R sur mon Mac, on voit bien que je passe déjà d'un serveur à l'autre. Vous voyez en haut à droite, et puis les images viennent d'un serveur ou d'un autre. Bon, je fais bien du load balancing, ça se passe bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu la partie caching. On va travailler sur le cache grâce au Webpack, parce que pour le moment, il n'y a aucune optimisation. Donc, comment ça se présente? Web Accelerator, c'est un menu qui se trouve là. C'est vraiment très très simple à utiliser, vraiment très simple à présenter. Donc, il y a 2 menus qui sont les plus importants, qui sont Application et Policy. Donc, on va commencer par Policy. Quand vous provisionnez le produit, vous n'avez aucune policy prédéfinie. Donc moi j'en ai déjà une, mais on va en créer une qui est définie. Vous n'avez que des predefined. 95% des cas, vous allez utiliser celle-ci. La générique policy fondamentale. Elle répond à 95% des cas. Elle est très simple à utiliser. Il y a très peu de modifs à faire à la main. Et rien qu'en activant cette policy-là, vous allez vraiment optimiser le rendu client. Donc on ne modifie jamais une policy qui existe déjà, on va la copier. D'accord? Donc, je ne me trompe pas, je copie la fondamentale et on va l'appeler démo Webpack. On peut mettre une description, on la copie. Donc elle apparaît ici. Ce qui est important, c'est de la publier. Un peu comme dans ASM, on doit toujours faire le apply policy lorsqu'on fait une modification dans ASM. Bah là c'est pareil, je fais un publish. C'est parti. Elle est publiée depuis le 25 novembre, 10h13. Une fois qu'elle est publiée, on va pouvoir commencer à regarder c'est quoi son rôle, c'est quoi son job. Donc je clique dessus et je rentre dans ce qu'on appelle le Policy Editor. Vous voyez en haut à gauche, Policy Editor. Donc le Policy Editor, c'est extrêmement simple. C'est une arborescence qui se lit de haut en bas. D'accord? Donc c'est un peu comme des ACL. On va rentrer par le haut de l'arborescence, on va parser, on va essayer de matcher chaque objet. Et si ça match, on va exécuter des tâches, des optimisations. Donc, vous voyez, la policy est déjà toute prête, les objets sont déjà créés. Et donc on voit bien, déjà mon site, dedans j'ai une famille qu'on va appeler Application Generated, qui c'est les pages, les XML, les JSON, et au fur et à mesure que je descends, j'arrive plutôt sur les objets qui sont plutôt type image, et ensuite sur le type document. Donc, comment ça se passe? Je vais par exemple cliquer sur page. Donc page, c'est un objet, en fait, qu'on va le voir tout à l'heure, qui est créé dans la politique ARM, qui est déjà toute prête, et qui correspond à tout ce qui est HTML, ou contenu plutôt dit d'affichage, d'accord? Donc, page, ça correspond au slash, c'est-à-dire à tout mon site web, et il faut que le content type soit de type page.html. On va aller voir c'est quoi page.html au sein de Webpack, ou, et ça c'est très important, un contenu non classifié. C'est-à-dire un contenu qui ne parserait pas, qui ne matcherait pas un de ces objets, automatiquement entrerait dans cette condition-là.
Parce qu'on va voir en fait que dès qu'on match ces conditions-là, on va rentrer dans un menu qui se trouve accélération et il va exécuter des tâches. Donc, imaginons que je demande une page GIF, pardon, je demande une image GIF, et ben je vais commencer par page, est-ce que je suis là-dedans? Non. Est-ce que c'est un XML? Non. Et ainsi de suite, je vais descendre, et je vais arriver sur le GIF en disant, ah, je suis bien dans GIF, et à ce moment-là, les actions qui sont là-dedans seront exécutées. Alors, à quoi correspondent ces fameux images.gif ou page.html? Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir de l'HTML, on peut avoir de XHTML, on peut avoir plein de choses. Donc allons voir à quoi ça correspond. Et en fait, ça se trouve ici, dans Policy, là où on avait notre démo Webpack, il y a un sous-menu objet type. Et dans l'objet type, dans les objets, on a bien notre HTML qui est là et qui correspond bien au niveau de l'identifieur à page.html. Donc pour savoir ce qu'il y a dedans, on clique dessus et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on voit bien que ça correspond au JSP, au HTML, ASPX, etc., etc. Donc on a toutes les extensions qui se trouvent là. On peut en rajouter. Et surtout les meme types, ils sont là. D'accord, mon texte /html est ici. Donc ça permet de simplifier tout simplement votre policy parce que si on devait rentrer tout ça dans notre policy editor, ce serait pas très pratique. Donc j'y retourne. Je retourne sur page et je retrouve bien mon page.html. Donc dedans, j'ai tous les objets qu'on a vus tout à l'heure. Une fois qu'on a l'arborescence de créer, donc ça c'est plutôt notre template qui le fait, il va falloir vérifier pour chaque objet quel type d'accélération va être exécuté. Donc je vais aller dans le menu accélération et à ce moment-là, à gauche, ça ne change pas, j'ai toujours mon policy editor à gauche avec mon arbre, mais à droite, je me retrouve avec 6 nouveaux menus. Et on va regarder 4 d'entre eux. On ne va pas trop aller dans le détail, le but c'est vraiment de découvrir le produit et de pouvoir commencer à jouer avec le produit de votre côté. Donc, premier menu, plus important, c'est Lifetime. D'accord? Donc si vous regardez bien, lorsque je clique ici, ça m'affiche les informations de ma... Alors ça s'appelle une leaf, d'accord, de ma feuille. Si vous regardez en haut à gauche, dans la petite onglet jaune, on voit bien le leaf node, d'accord? Donc GIF, c'est une leaf. Image, c'est une branche, ok? Donc là, je suis sur la leaf node. Si je clique sur GIF, ça me met à jour mon menu de droite. Donc attention, d'accord? À droite, ça correspond au contenu pour une leaf. Donc je retourne sur page et je vais vous expliquer un peu à quoi correspond le lifetime. Le lifetime, c'est le plus important. Le lifetime, c'est tout ce qui va permettre de dire au Web Accelerator et au client qu'est-ce que je vais cacher. Donc regardez, je suis sur page. Page, c'est ce qui est HTML. C'est quelque chose qui est très souvent dynamique. C'est un contenu qui est souvent joué dynamiquement. Donc on voit bien qu'on honore, c'est-à-dire qu'on respecte les headers du serveur d'origine. Donc là, je suis dans la partie Webpack Caching. Donc ça, c'est le cache qui va être joué, gardé dans le Webpack, alors qu'en dessous, j'ai le cache côté client. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais avec le contenu quand je le reçois? Qu'est-ce que je fais avec le contenu quand je l'envoie? Donc dans un premier temps, lorsque je reçois le contenu, donc imaginons que je fasse une demande sur index.html, j'ai une réponse qui vient du serveur, je dis j'honore les headers. Donc si on me dit de ne pas le cacher, je ne le cache pas. Et je le renvoie tel quel au client. Et je demande au client de préserver les headers du serveur. Donc si le serveur dit ne cache pas, on ne cache pas le HTML. D'accord? Donc j'ai la capacité avec le Web Accelerator de cacher des objets dans la RAM ou dans le disque du BigIP, ça c'est le premier menu, et ensuite je peux remodifier ces headers pour dire au client, tiens, cache-moi ces objets-là, même si le serveur ne voulait pas que je les cache. Donc on a bien deux actions, une côté cliente et une côté Webpack au niveau du cache. C'est la partie lifetime. Donc on voit bien que sur du HTML, bien sûr, je ne vais pas cacher, on va éviter de le faire. Par contre, les objets statiques comme les images, là ça va être très différent. Je honore pas du tout les headers côté serveur, donc si le développeur a mal travaillé ou a tout simplement pas pris en compte la partie cache, ça va par défaut, ça va être du no cache, et bah moi je vais quand même le garder 4 heures. D'accord? Donc max age, c'est-à-dire qu'au sein du Web Accelerator, je vais garder cet objet pendant 4 heures avant de refaire une demande au serveur. Et côté client,
Et donc c'est là la petite subtilité et la puissance du Webpack. Je vais jouer donc de façon custom, je vais dire au client, tu vas le garder 2 jours. Donc le logo .gif, le client va le garder 2 jours. Les proxy caches pardon, qui sont sur le trajet, eux vont garder 4 heures. Après à eux de respecter cette information là ou pas. Et moi, côté Webpack, seulement 4 heures. D'accord? Donc on va voir ça tout à l'heure en prenant les traces, on va se rendre compte en fait. Donc ça n'a pas été écrit en jours, ça a été écrit en secondes, mais on va voir qu'en fait je garde bien 2 jours côté client. Donc, page, je cache rien, GIF, on commence à jouer avec le Webpack. D'accord? JPEG, c'est pareil. Deuxième menu, proxying. Alors, le terme proxying chez F5, c'est très simple. C'est lorsque je ne fais aucune action. C'est-à-dire lorsque je renvoie le flux vers le serveur. Donc le proxying, c'est si j'ai une demande sur quelque chose d'HTML, enfin une entité page, à ce moment-là, j'envoie toujours la requête au node, au serveur de backend. Je ne fais rien, d'accord? Je ne m'en occupe pas. Alors que sur le GIF, c'est différent. Sur le GIF, j'utilise mon cache. Quel type de cache? Mémoire et disque. Il faut savoir que sur un Big IP, il y a de la RAM et un disque dur. En RAM, les objets les plus demandés, parce que c'est ce qui est au niveau I/O le plus rapide, et les objets les moins consultés seront mis en disque. Et ils peuvent se passer de l'un à l'autre en fonction des demandes. Donc là, pour le GIF, eh ben, je vais tout mettre en cache. C'est ce qu'on dit là. Je les mets en cache. Et attention, sauf si j'ai des règles. Ok, donc les proxy rules, ça signifie qu'est-ce que je ne mets pas en cache. Donc si j'ai un client avec une IP Intel, je ne veux pas que le flux vienne du cache ou soit mis en cache. D'accord? Et bien sûr, pour les PNG, etc., c'est exactement la même chose. Donc on peut, dans le proxying, jouer sur la partie cache pour savoir si j'utilise le cache mode ou si je renvoie au serveur de backend. D'accord? Donc proxying, c'est quand est-ce que je ne cache pas. L'assembly. Alors l'assembly, c'est tout ce qui est optimisation. Donc là, je ne suis pas du tout dans le cache, je suis plutôt dans l'optimisation du client. Donc, on ne rentrera pas dans le détail dans cette vidéo-là, je vais faire d'autres vidéos pour présenter ça, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs contenus intéressants. Il y a premièrement l'IBR qui est très connu, on va essayer de faire une démo tout à l'heure. L'IBR, c'est que je vais essayer de feinter le navigateur au niveau du cache, c'est-à-dire que je vais lui faire cacher des objets pendant 6 mois, et grâce à une petite astuce, on va pouvoir, au cas où, s'il y a un changement dans un objet, revalider le contenu. On va voir ça tout à l'heure. Multi-connect, extrêmement utile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne peut ouvrir que 6, 9 connexions simultanées en fonction des navigateurs et de leur version pour télécharger des objets. C'est-à-dire que je peux avoir que 6 objets à la fois. Et lorsque les 6 objets sont arrivés, je peux en télécharger 6 autres et ainsi de suite. Le multi-connect permet de créer plusieurs connexions TCP, donc d'avoir 6 plus 6 plus 6 et ainsi de suite. On verra ça dans une autre vidéo. Et ensuite, je peux jouer sur le contenu. Ici, PDF linéarisation, c'est tout simplement, vous devez déjà le vivre aujourd'hui lorsque vous allez sur Internet et que vous cliquez sur un lien PDF. Vous n'avez pas à attendre le téléchargement des 250 pages pour pouvoir consulter la première page. Dès le téléchargement de la première, vous pouvez déjà la consulter. Et en tâche de fond, le navigateur télécharge les autres pages et vous permet de les consulter. Et très très important, cette partie-là, la partie réordonnancement. Donc, il faut savoir que très souvent, ce sont les JavaScript qui sont joués en premier, et lorsqu'un JavaScript est joué, il bloque tous les autres objets. Et donc l'utilisateur se retrouve devant une page web blanche, avec le téléchargement d'un JavaScript, et il suffit que ce JavaScript fasse appel à une ressource externe qui ne répond pas, et bien on peut rester bloqué jusqu'au timeout. Donc là, on va réordonnancer l'ordre des objets pour faire croire à l'utilisateur que le chargement va beaucoup plus vite. En fait, tout simplement, on va télécharger les objets en premier, les frames, le contenu extérieur, et donc l'utilisateur va avoir cette sensation que la page se charge très rapidement, alors qu'en fait, c'est juste un réordonnancement de l'affichage. Et pour finir, je suis là sur la partie GIF, je vais pouvoir faire de l'optimisation au niveau de l'image. Si j'ai par exemple un terminal mobile qui se connecte, eh ben le logo, je vais peut-être le compresser à 80%. Sur un iPhone, ça ne sert à rien d'avoir un logo en HD. Donc je vais compresser l'objet.
d'accord? Donc je peux le compresser dans différents types. Donc là, si je mets en JPEG, je joue sur l'optimisation, etc., etc. Ça, ce sera aussi dans une autre vidéo qu'on regardera ça. Et le dernier point, avant de commencer à configurer notre produit, c'est la partie variation. Alors, il faut bien la comprendre, il faut juste être rassuré, on n'y touche pas à cette partie-là, mais il faut bien comprendre ce que ça fait. C'est simplement ce qu'on appelle les clés de cache. C'est quand est-ce que je vais créer une entité dans le cache. Donc là, je suis par exemple, on va se mettre sur page. Dans page, on dit, tu crées une entité, donc une clé de cache, si le host est différent, si le paramètre est différent, si les segments sont différents, ou si la méthode est différente. C'est-à-dire, on va se mettre dans le GIF, c'est encore plus simple à comprendre. Regardez. Same content. Si je fais une demande de logo.gif, que je fasse une demande de logo.gif en HTTP ou en HTTPS, ce sera le même logo. Que je le fasse avec tel header, ou que je le fasse à partir de telle adresse IP, ou que je le fasse à partir d'un site web particulier ou avec un user agent particulier, que je sois sur mon smartphone, sur un Google, sur mon laptop, le logo.gif c'est le même. Donc, il n'y aura qu'une seule clé de cache, qu'un seul logo.gif dans le cache de Webpack. Par contre, si le host est différent, je vais mettre une deuxième entité. Donc si j'ai devcentral.f5.com et si j'ai www.f5.com et support.f5.com, c'est peut-être pas les mêmes logos. Ce sera un contenu différent dans mon cache. J'aurai 3 objets logo.gif dans mon cache. Et donc pareil, s'il y a des paramètres et des segments différents, ce seront des contenus différents. Donc on n'y touche pas, ça répond à 95% des cas, mais s'il y a une petite subtilité à un moment sur une application où vous vous rendez compte qu'il y a un cache qui apparaît et que c'est pas le bon logo, c'est pas le bon contenu, tout de suite, on va dans les variations, c'est qu'on a loupé quelque chose. D'accord? Alors allons-y. Donc la politique a été créée, j'ai rien touché pour le moment, d'accord, hein, je vous ai juste présenté les menus. J'ai juste donc une politique par défaut qui est là pour faire de l'optimisation. Donc, avant de commencer, il va falloir créer une application. Bon, moi j'en ai déjà une de créée, on va en créer une nouvelle, qu'on va appeler démo app Webpack. Je sélectionne ma policy. Donc on voit bien, elles sont toutes là, nous on va travailler sur celle qu'on a créée, démo Webpack. Et là, c'est important, c'est au niveau du host. Donc on va même faire plus fort, on va faire comme ça. Il faut qu'en fait ça matche un host pour fonctionner. D'accord? C'est pas à chaque requête je vais travailler sur le back. Il faut que je puisse avoir un matching au niveau de l'application. Donc on va mettre external.local. Ok, donc je vais volontairement supprimer celle-là pour pas qu'on ait de soucis. Allez sur une de mes politiques, bougez pas. Juste qu'on ait un comportement normal. D'accord? Donc on voit que j'ai déjà créé une. Qu'on n'ait qu'une seule policy sur laquelle on va travailler. Alors, parfait. Donc, 3w external.local. Donc si le host, dans le header, c'est 3w external.local, on rentrera dans cette politique, dans cette application, qui fera appel à cette politique qui se trouve là, qu'on vient de regarder. Maintenant, j'ai créé donc mon application, elle est prête, il n'y a plus qu'à l'affecter à mon VS, hein. C'est comme dans n'importe quel produit chez F5, que ce soit dans l'APM, lorsqu'on fait une policy APM, il faut l'affecter à son VS, quand on fait de l'ASM, sa politique ASM, il faut l'appliquer à son VS, et bien c'est la même chose, on va l'appliquer à mon VS. Pour ça, il faut avant créer un profil Webpack, Web Accélération. Donc, je vais en créer un, démo Webpack. Le parent, c'est celui-ci qu'il faut prendre, d'accord? C'est Web Accélération, comme parent qu'il faut utiliser. Et 2 petites modifs à faire, c'est vraiment pour l'optimisation. Minimum size, 0. Maximum, je rajoute carrément de 0 au niveau de la taille des objets. Et regardez, elle est là mon application Webpack. Donc, je la mets là, je l'active. Donc cette policy dit que l'objet est entre 0 et 5 millions. Je veux utiliser mon application Web Accelerator
sur mon VS. Donc je vais sur mon VS et je retrouve sur mon profil Webpack ma démo. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc à partir de maintenant, la logique voudrait que tout contenu, enfin toute demande de contenu soit cachée dans le Big IP au niveau par exemple des GIFs. Bon, allons-y. Donc moi j'utilise un Windows, parce que dans Windows, je peux utiliser HTTP Watch. Donc avant de faire les premiers tests et de voir le comportement de Webpack au niveau cache, on va juste se concentrer sur une démo cache, d'accord? On va pas faire d'optimisation très poussée pour le moment, c'est vraiment je démarre la solution Webpack, je mets une politique sur une application, qu'est-ce que j'ai comme gain, d'accord? Donc pour l'instant, juste caching. Donc avant de faire la démo, on va retourner dans application et on va activer un mode de debug. Donc pour cela, vous êtes dans votre appli, vous passez en mode advance, là vous aviez mis votre host, et vous avez vu, vous avez un XW info header, vous le mettez à standard. Donc en fait, au lieu d'avoir les logs dans les lignes de commande, dans le SSH qu'on a l'habitude de faire en LTM, en GTM, en APM, là on va vraiment l'avoir dans le header, c'est-à-dire dans la réponse. Donc sur le post client, pour chaque objet getter, donc téléchargé, on va avoir un header qui va nous dire d'où vient cet objet. D'accord? Donc on l'active. J'invalide mon contenu, c'est juste pour être sûr qu'il n'y ait vraiment plus rien dans le boîtier. Je retourne sur mon IE, je m'assure que j'ai pas de cache pour que la démo soit pertinente. Donc, j'utilise HTTP Watch. Donc, pour le déclencher, il faut juste que, voilà, que je déclenche une demande. Donc, je démarre l'enregistrement et on y va. www.external.local. Donc, chargement en 0308. Donc, on a un peu d'informations. Donc, un get, une réponse de 100. Jusque-là, tout va bien. Ce qu'il faut regarder, c'est ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? À gauche, j'ai mon get. C'est-à-dire que j'ai fait un get sur le slash en HTTP 1.1, j'accepte l'HTML, enfin, etc., etc. J'accepte l'encoding. J'ai une connexion en keep live, j'ai mon host qui est là. Donc le host, très important, correspond bien à ce que j'ai mis dans mon application. D'accord? Donc parfait. Et en réponse, 200 OK. Et surtout, ce qui est intéressant, on commence à avoir des informations de cache. D'accord? Et surtout, regardez, c'est ça que je vais vous montrer. J'ai bien un W à info. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier la valeur. Et je vais aller sur une console. D'accord? Une console sur mon Big IP. Donc là, je suis sur mon Webpack, hein, on voit bien. Je suis sur mon Webpack. Et j'ai une commande magique qui s'appelle WA pour Webpack info décode. Et là, je colle. Tout simplement. Je reprends ma valeur. Je colle la valeur du header avec les crochets. Et il nous dit la réponse a été servie par le serveur d'origine parce que c'était dicté par une règle de la policy d'accélération. Ce qui est vrai, si vous vous rappelez bien, tout ce qui est HTML, là c'est bien un index.html, tout ce qui est HTML ne doit pas être caché et doit être proxifié, c'est-à-dire envoyé au serveur d'origine. Par contre, si je vais sur le GIF et que je prends cette valeur-là, WA info décode, ça a été différent. On voit bien que la réponse a été servie par le serveur d'origine, mais parce que le contenu caché a été invalidé. C'est vrai, j'ai tout invalidé juste avant. Donc, comme c'est une première requête, c'est normal que ce soit le serveur d'origine qui réponde. J'ai pas de cache dans le Webpack. Ok? Donc, cette commande winfodecode vous donne l'information d'où vient le contenu, l'application, la policy, la lif. Alors, regardez bien. 68, 66. D'accord? Si on retourne dans notre policy, regardez dans le petit encart jaune, lorsque je vais sur une lif, il me donne le lif mode. Les list nodes, c'est 68, 66. La page, 13 478. D'accord? Donc, on a vraiment l'information de chaque lif. D'accord? 13 478. Donc, jusque-là, le comportement est normal et j'ai bien de l'information de cache qui a été mis, on voit bien ici, par le Webpack. Bon, très bien. Donc la logique voudrait qu'à partir de maintenant, ces objets, les 3 GIFs et le JPEG, soient cachés dans le Webpack. Donc, si je refais ici
un refresh, j'ai bien un 304. Ce qui est normal, on me dit, bah, contenu n'a pas changé, donc réutilise le contenu au sein de ton navigateur. Donc on voit bien la différence, hein. J'étais de 308, je passe à 111. Bon, donc là maintenant, hein, je peux, tant que la valeur de cache est dedans, j'ai du 304. Ce qu'on va faire maintenant, donc je vais faire mon navigateur, le redémarrer. Je vide pas mon cache, juste pour vous montrer comment fonctionne un navigateur. J'y retourne. Alors d'abord, il faut juste que j'affiche, voilà, mon petit HTTP Watch. J'y retourne, 3W, external.local, et là j'ai que du cache. Ce qui est normal parce que le navigateur a dit, ce contenu-là, je l'ai, aucune raison que je refasse la demande. Alors, cette première ligne, la logique voudrait que normalement sur l'HTML, on fasse tout le temps une demande, au moins pour vérifier que le contenu n'a pas changé. Or, les nouveaux navigateurs ne le font plus pour gagner en fait en rendu et en accélération. Du coup, ils cachent même la page HTML. On peut rien y faire pour le moment. D'accord. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'imaginons qu'un nouvel utilisateur se présente sur le webpack. Donc, je vide le cache de mon navigateur, je ferme mon navigateur et on recommence. Donc là, je simule vraiment une nouvelle connexion. Mon webpack, il a été provisionné, on va dire, il a caché des objets, en partie, peu importe, ça dépend de la politique. Et donc là, j'ai un utilisateur nouveau, qui n'est jamais venu, ou du moins où son cache de son navigateur a expiré, et qui demande à accéder. Excusez-moi, je vais refaire la démo. Je n'avais pas déclenché HTTP Watch. Donc, très important, toujours démarrer HTTP Watch en premier. Voilà, je le démarre. On y retourne. External.local. Donc, on voit déjà que la réponse est plus rapide que les 300 qu'on avait initialement. Donc j'ai mis un 200 OK. C'est normal, hein, j'ai fait une demande parce que mon navigateur étant vide, il a fait une demande sans le savoir, hein, à un reverse proxy qui est le webpack. Et maintenant, pour savoir ce qui s'est passé, on va tout simplement aller sur le GIF, récupérer l'information qui se trouve là, la même que tout à l'heure. Et logiquement, tout à l'heure c'était servi par le serveur d'origine parce que c'était la première demande. Maintenant, si je fais un webpack info décode, et ben je me rends compte que la réponse est servie par le hot cache. Et le hot cache, dans un webpack, c'est le RAM cache. D'accord? C'est les objets qui sont directement dans la RAM. 50% de la RAM d'un Big IP peut être alloué pour le webpack et pour le hot cache. Donc on voit bien que lors de la première connexion, le premier utilisateur lui a été servi par le serveur web parce que le webpack n'avait pas de cache. Donc le webpack en a profité pour cacher l'objet, qui était un objet GIF. Et le deuxième utilisateur qui est passé juste derrière, qui lui avait aussi un navigateur vide, a été servi par le webpack directement via le RAM cache. Donc on a vraiment optimisé le rendu client, parce qu'à partir de maintenant, les objets qui sont servis, ceux-ci en tout cas, sont des objets qui viennent du hop cache. Donc pour le savoir, il suffit de regarder 111.0.1. D'accord? On voit bien que c'est servi par le webpack. Si je reprends mon index, WA info décode, on voit bien que l'index a été servi par le serveur d'origine parce que dicté par la police d'accélération. D'accord? Donc tous les objets cachables ont été cachés et sont servis maintenant par le cache tant que la valeur de cache n'est pas atteinte au niveau du timeout. Donc je retourne sur un et voici les valeurs. Ok? Donc voilà comment on optimise une application web très facilement juste avec du webpack. On voit bien qu'à partir de maintenant, j'ai déjà commencé à remplir mon contenu dans mon webpack et je fais profiter tous les utilisateurs qui vont accéder à ce contenu. Dans les prochaines vidéos, on va vous présenter des fonctionnalités d'optimisation qu'il faut vraiment utiliser avec webpack parce que c'est simple à mettre en place, ça accélère considérablement les connexions, surtout avec les environnements Microsoft. Donc on va voir l'IBR, on va voir le multi-connect, on va voir tout ce qui est image optimization, et toutes ces démonstrations se feront par des petites vidéos. A bientôt.